n'a jamais rêvé de voler comme un oiseau? S'affranchir des obstacles, des contraintes et du temps. Incroyable. Pour découvrir des paysages à couper le souffle. Changer de point de vue. S'offrir le luxe d'une rencontre, de coups de cœur. Une balade sur le littoral, faite de petites incursions vers des trésors cachés. Plus de 4000 km de côte française à découvrir, le rêve d'Icare, sans se brûler les ailes. C'est du nord, des côtes françaises baignées par la Manche, que nous prenons notre envol. Par-dessus les côtes aux noms évocateurs qui sonnent comme des invitations à venir y voir de plus près. De Dunkerque à la baie de Somme, le long des côtes des dunes de Flandre, d'Opale et Picarde, nous partons à la rencontre de ceux qui font tout le charme du Nord. Avant de rejoindre la côte, difficile de résister à l'appel du carillon de la ville de Bergues. Il résonne comme un hymne. Bergues est situé à quelques kilomètres seulement de la frontière belge. Et ça se voit. Son décor de briques et de tuiles est typique des villes flamandes. Et c'est là tout le charme des villes frontalières. Sur la côte, Dunkerque ne fait pas exception à la règle. Tout rappelle ici son influence flamande. Dunkerque est un assemblage de quartiers, mais il en est un qui se démarque des autres, le quai de la Citadelle. Il fut édifié par les Anglais et peu à peu transformé. Il est devenu une véritable institution avec son musée portuaire. Pour simplifier, Dunkerque est une ville à deux faces. D'un côté, il y a le port et les industries. De l'autre, la station balnéaire de Malo-les-Bains. Son rivage de 4 km de long lui vaut le titre de reine des plages du Nord. Elle est certes moins fréquentée que celle de Normandie ou de la Riviera. L'avantage, c'est qu'on y trouve toujours un coin pour poser sa serviette. Sur les terrasses, on y devise en ch'timi, le patois local, en dégustant les bières blondes qui font la réputation de la région. Avant de reprendre notre route vers l'ouest, rapprochons-nous à nouveau de la frontière avec la Belgique. Un détour qui nous conduit vers l'un des plus grands campings de France. Au camping du Perroquet, c'est Philippe l'épicier qui donne le là. Chez lui, les vacanciers viennent faire leur marché de bonne humeur. De chaque jour. Allez, c'est à vous maintenant. Mexico, Mexico. Mais dans le Nord, tout bon chanteur n'empêche pas la pluie de tomber. Aussi, Philippe ne se vexe pas quand, en plus du tonnerre d'applaudissements, il déclenche un bel orage. Quand ça nous arrive, c'est une fois par an, mais quand ça dure, c'est une paire d'heures. Alors ici, c'est parce qu'il y a un orage qui arrive en fait, et c'est la solidarité. Il y a tout le monde en fait qui donne un coup de main avant que toutes mes affaires soient lavées, tout soit rincé. Mais bon, c'est des petites mains en fait du camping, des garçons en qui tu sais compter en fait, et en qui, enfin, c'est plein de choses quoi. C'est des choses puissantes en fait. Il n'y a que des gens qui sont ici qui peuvent comprendre. Depuis plus d'un demi-siècle, le camping du Perroquet est le rendez-vous des habitants du Nord. Au départ, il y avait des tentes et des caravanes. Aujourd'hui, c'est un village de 800 mobil-homes qui s'étale sur plus de 2 km de dunes. C'est l'un des plus grands campings de France, occupé principalement par les gens de la région, qui s'y retrouvent le temps d'un week-end et pour les vacances. Faut pas partir très très loin pour avoir ça, quoi. C'est merveilleux. Pour ça qu'on aime le Nord, oui. Les petites crevettes grises, le pain beurre et puis et la mer, et voilà.
Nous quittons la côte des dunes de Flandre pour la côte d'Opale, un nom porteur de promesses pour les croqueuses de diamants. Mais de pierres précieuses, ici, nous n'en trouvons guère. Non, ce qui attire notre attention, c'est le balai incessant des ferries au départ et à l'arrivée de Calais. Nous sommes à 40 km seulement des côtes britanniques, ce qui explique les années de rivalité avec ses voisins d'outre-Manche, inscrits dans l'histoire. Aujourd'hui, l'ingérence anglaise est plus pacifique, et tant mieux. Grâce à ça, Calais est devenu le deuxième plus important port de voyageurs au monde. En quittant le département du Pas-de-Calais, nous franchissons au passage la limite entre la mer du Nord et la Manche. Au loin, 2 sentinelles de calcaire montent la garde sur la frontière de mer. Les caps Blanc-Nez et Gris-Nez accueillent chaque année 1 million de visiteurs venus des 4 coins du monde. L'un d'eux, le poète Kenneth White, décrit les falaises comme un lieu d'où non seulement on peut voir grand, mais où l'on peut s'ouvrir à l'univers. C'est tout dire. Christophe Lamotte est habité par cette côte d'Opale. Elle sert souvent de décor aux films qu'il réalise, dont certains plusieurs fois primés. Voilà, je refais un peu le tour en fait des lieux que je connais, des endroits où j'ai déjà pris des photos. Et puis voilà, pour essayer encore d'une fois de nourrir la fiction et d'apporter un peu de matière, je dirais un peu de chair à l'histoire qui est en train de s'écrire. Car l'imagination prend libre cours dans ces lieux désertés toute l'année, à l'exception de la saison touristique. Je ne sais pas combien il y a de maisons dans cette ville, au bord de la mer, mais elles sont toutes fermées, c'est-à-dire toutes barricadées, toutes fermées avec les volets. Et c'est dingue, ouais. Il y a plein d'endroits comme ça sur la côte qui ont l'impression qu'ils sont vraiment à l'abandon. Alors évidemment, l'été, ça revit un tout petit peu, mais pas plus que ça, il reste quand même pas mal de maisons fermées. Et voilà, et la force du cinéma, c'est que tu peux les faire revivre aussi. Mais en même temps, je trouve que ça peut garder cette âme un peu, cette étrangeté. Christophe observe, s'imprègne de cette atmosphère où le temps semble rester suspendu. C'est alors le regard du cinéaste qui prend le dessus. Parce qu'il y a la mer, parce qu'il y a la campagne, parce qu'il y a des zones en friche, il y a des zones industrielles, parce qu'il y a des lieux un peu déserts, un peu désaffectés, parce que c'est une ville qui a été reconstruite après la guerre. Et j'aime bien ces lieux qui sont un peu entre deux. Voilà, c'est des lieux qui pour moi sont à la fois dans la nature sans l'être. L'Overport, c'est ça, il y a la mer, il y a le sable, et en même temps il y a cette friche industrielle qui est plantée dessus. L'Overport est comme un décor laissé à l'abandon dans un studio de cinéma auquel on est capable de s'attacher pour la vie. Quand il était gamin, Christophe venait admirer le spectacle de l'Overcraft glissant vers l'Angleterre. Mais depuis, on a creusé le tunnel sous la Manche. Le Pas-de-Calais s'est transformé en plaque tournante de l'Europe en quelques années seulement. Pas de quoi en faire un cinéma, mais la trame d'un bon scénario sûrement. Dans le prolongement de la côte d'Opale s'étend la côte Picarde, avec en ligne de mire la baie de Somme. Après avoir traversé des sites gagnés par le monde moderne, en baie de Somme, la nature reprend ses droits. Le paysage frise parfois l'image d'Épinal, comme celui de la chapelle des marins de Saint-Valery qui veille sur les pêcheurs à pied. Le gigantesque estuaire est comme un marché grandeur nature où foisonnent la salicorne et l'oreille de cochon. Des végétaux incapables de germer ailleurs que dans ce terreau, alchimie de sable, de sel et d'eau. À la vitesse où elle grimpe, la marée qui rythme la vie dans la baie peut en un instant mettre les marcheurs en danger. Elle est en revanche une aubaine pour les dingues de glisse. Les téméraires piroguiers du club de la baie des Phoques le sont au point d'aller se mesurer à leurs homologues polynésiens, inventeurs de ces embarcations à balancier.
Il faut dire que la baie est une aire d'entraînement rêvée. Ces lagons peu profonds et sans houle sont spécialement adaptés à cette pratique sportive. Avec en prime, le mascaret, propre à l'estuaire pour propager les vagues qui font le bonheur des surfeurs. Finalement, cette baie de Somme, aussi vaste que le lagon de Bora Bora, ne serait-elle pas la perle rare de cette côte d'Opale ? Abandonnant le littoral de Picardie, notre périple se poursuit sur les côtes normandes jusqu'au Havre, avant d'aller flâner de Honfleur à Cabourg, sur la côte fleurie. Nous voici à présent sur la côte d'Albâtre. Comme tranchée par l'océan, sa lisière d'ivoire est unique au monde. Drôle d'écosystème que ces falaises constituées de milliards de squelettes calcaires, réduites en poussière et constellées de fossiles. La ville du Tréport témoigne d'une histoire gravée dans la pierre, celle d'hommes qui ont trouvé refuge dans le lit de la Brelle. Sur la rive opposée, Mer-les-Bains exhibe aujourd'hui fièrement ses villas bourgeoises, construites à l'époque des bains de mer. Elles contrastent avec les briques rouges et les toits d'ardoise du Tréport. Voilà une installation inattendue en bord de mer, mais par ici les falaises sont si hautes que pour les gravir, les touristes peuvent emprunter le funiculaire qui les hisse aux premières loges d'un belvédère paradisiaque. Ils arrivent alors à quelques pas seulement de Notre-Dame-des-Flots. Sa blancheur immaculée la rend visible à 100 lieues à la ronde. Si la Vierge est un phare pour les marins, sur Terre, le château de Miroménil en est un autre pour les amoureux de littérature et d'architecture. L'écrivain français Guy de Maupassant y naquit un jour. Mais c'est ailleurs qu'il rédigeait les romans qui font son éternelle renommée. À l'intérieur des terres, la Normandie recèle bien d'autres trésors, comme ce palais. Quel drôle d'oiseau avec son pigeonnier florentin. Nous sommes sur les premiers arpents de la côte d'Albâtre. C'est là que les Vikings jetaient leurs dracars il y a plus de 1000 ans. Il n'y avait alors aucune trace de vie humaine. Les marins scandinaves avaient fini par baptiser le territoire d'un nom qui n'a presque pas changé, Dieppe, traduction approximative de l'adjectif profond qualifiant parfaitement la rivière qui a creusé l'estuaire. Dieppe n'est plus une terre barbare. Le vent qui avait poussé les Vikings jusqu'ici souffle désormais dans d'autres voiles. Go! Go! Au-dessus de Dieppe, capitale autoproclamée du cerf-volant, ce jour-là, ce sont des toiles de parachute qui ont animé le ciel. Des hommes volants qui n'ont pas hésité à plonger au cœur de la ville. Belle ville Dieppe, hein? Ville de la mer et du vent, où se rencontrent les bateaux et les cerfs-volants, les parachutistes et les kitesurfeurs. À chaque port, sa chapelle de marins. À Dieppe, Notre-Dame de Bon Secours veille sur un vaste complexe maritime qui campe au cœur de la ville. 4 ports se partagent les eaux de l'embouchure de l'Arc. Le fleuve de Dieppe est assez profond pour ça. Le rivage, lui,
est entièrement dédié au plaisir et à la détente. Dieppe est aussi une ville d'art et d'histoire. Son château, qui abrite l'une des plus belles collections d'ivoire sculpté, en témoigne. En contrebas, le centre historique gravite autour de la place du Puy-Salé, où les habitués se désaltèrent au bar des tribunaux, incontournables, comme les pelouses du bord de mer, où le vent s'en donne à cœur joie. Là, on va faire une montée parallèle. Les deux cerfs-volants vont être côte-côte, on va monter parallèle. Go! À droite, go! 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 Montée parallèle, go! C'est ici que j'ai fait connaissance du cerf-volant. J'étais vraiment pas attiré par cette discipline. Je suis venu un jour, comme beaucoup de touristes, voir ce festival de cerf-volant. Et puis j'ai eu le coup de foudre. Et grâce au festival Dieppe Capitale du cerf-volant, je suis plongé dans cette activité il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et puis je crois que j'en sortirai pas. Donc merci au festival. Le vent parfait, là je suis en 2 mètres carrés et je fais 95 kilos et ça me bouge quoi. Ah ouais. Donc c'est génial. Donc c'est un peu le lieu idéal, Dieppe. On peut s'amuser ou en falaise ou sur le green. En fait, il y a des gens qui arrivent à manipuler les 3 activités, cerf-volant, kitesurf, donc qui sont sur l'eau, les gens du club, et du parapente. Donc des fois ils sont au-dessus de l'eau et des fois ils sont sur l'eau, avec quasiment le même objet, c'est-à-dire un cerf-volant, à quelque chose près. Petite démonstration alors? Oui, Allez. petit tour de char, C'est gentil. c'est parti. Oh ça va aller, on va se faire une petite balade sympa. Donc Dieppe, d'après tous les festivals qu'on a fait, est la seule ville où on fait du cerf-volant à l'intérieur de la ville. Donc on se rapproche un peu des skateurs, des choses comme ça. Où, vous voyez là, presque on pourrait prendre la route et aller se promener en ville. Donc c'est le côté marrant quoi. On n'a pas besoin de s'occuper de l'heure de la marée pour aller s'amuser, on s'occupe juste de savoir s'il y a du vent. Parce qu'on va virer de bord et on va faire une petite glissade. Ça c'est pour le bêtisier. Décidément, entre la côte d'Albâtre et le vent, c'est une grande histoire d'amour. Cerf-volant, char à voile, kitesurf, windsurf, parapente, à chaque type de voile son coin de falaise. Et ça tombe bien, elle s'étend à perte de vue. Au loin, du haut de leur mât de 60 mètres, les éoliennes de Manneville se serrent les coudes contre les vents dominants. Leur battement d'ailes annonce à leur façon le printemps des énergies renouvelables. Mais en la matière, le vent n'en finit jamais de tourner. Aujourd'hui, l'idée c'est de les poser au large pour éviter de défigurer les bocages normands. On n'arrête pas le progrès. Ni le cours de l'histoire qui a tourné la page de ce bunker tombé sous l'érosion de la falaise. Ici, la mer en dévore jusqu'à 1 mètre par an, menaçant d'avaler de plus jolis bâtiments. Autour de Fécamp, le phénomène est plus visible encore. Le port enclavé dans l'estuaire de Valmont était réputé pour ses morutiers. Il y en eut jusqu'à 73, parcourant l'horizon du haut de leurs fameux 3 mâts. Le vent les a tous emportés. D'un souffle d'air, nous voici sur le green d'Étretat. Handicap majeur, ici, un vent à décorner les bœufs, capable de déjouer les plus fines trajectoires. À ce temps-là, on est sûr de rien. Alors, aujourd'hui, ça souffle énorme. Donc on est obligé de prendre des clubs qui sont pas habituels sur ce genre de trou. On essaye de tenir la balle assez basse pour éviter qu'elle se fasse embarquer. Mais bon, c'est un jeu un peu à l'anglaise, on va dire, à l'écossaise. Ces images ont fait le tour du monde. L'arche et l'aiguille d'Étretat fixent la limite du promontoire rocheux
où valsent les clubs de golf. À l'autre extrémité de l'estuaire, Notre-Dame-de-la-Garde témoigne du temps où Étretat était un village de pêcheurs. C'est aujourd'hui un site touristique incontournable en Normandie. Un succès que la station balnéaire doit moins à sa plage de galets qu'à ses imposantes statues calcaires sculptées par le Rossac. Guy de Maupassant, encore lui, voyait ici un éléphant plongeant sa trompe dans l'eau. Et ils sont nombreux, les artistes à avoir été inspirés. L'écrivain Maurice Leblanc avait imaginé son héros Arsène Lupin découvrant dans l'aiguille creuse le butin accumulé par les rois de France. Certains de ses lecteurs s'y sont précipités, dit-on, et déçus, s'en sont allés bredouille. Dans un registre beaucoup moins romanesque, le ballet des porte-conteneurs à l'approche du Havre n'en est pas moins saisissant. Jugez vous-même. Ce pilote livré à domicile est un expert formé à la manœuvre de porte-containers. Sa mission ? Éviter les pièges tendus par les bancs de sable sur lesquels le risque d'échouage est une menace sérieuse. Le port français est en liaison directe avec 500 autres à travers le monde. La ville tire également gloire de son classement au patrimoine mondial de l'humanité, récompensant l'exceptionnelle architecture de son urbanisme d'après-guerre. Autre pièce maîtresse du port du Havre, son gigantesque quai de 3,5 km. Les projets ne manquent pas pour exploiter le potentiel de l'estuaire de la Seine, traversé par un autre monument, le pont de Normandie. Suspendu entre la côte d'Albâtre et la côte de Grasse, joignant le Havre à Honfleur. Plus pittoresque, la petite ville touristique est connue comme le berceau de l'impressionnisme. Grâce aux peintres à l'origine de ce courant révolutionnaire, le monde entier connaît ces maisons aux façades couvertes d'ardoises. Au centre-ville, d'aucuns pourraient juger l'église Sainte-Catherine pas très catholique, avec son clocher séparé de sa nef par une rue. Un modèle rêvé pour les trublions de l'école d'Honfleur, Eugène Boudin, Claude Monet, Gustave Courbet, parmi d'autres. Derrière eux, des générations d'apprentis s'appliquent à reproduire les gestes des artistes à la recherche du génie créateur. Mais au juste, quelle étincelle a pu révolutionner la peinture à ce point ? La révolution, déjà, c'était les tubes de peinture. Déjà, ça paraît complètement anodin, mais avant, dans les ateliers, les artistes, ils peignaient avec les pigments mélangés dans des vessies de porc. Et puis le tube de peinture, ça a été extraordinaire, parce que ça a permis de sortir des ateliers. Bon, celui-ci, j'ai commencé sur le motif, il était pas là, ce bateau, mais là, vous voyez, bon, je pourrais le faire la silhouette, là, ici. Mais bon, je vais faire des... Vous voyez, il est là, je pourrais le mettre. Bon. Il a sa place. Il a sa place, là. Et le pont, il n'est pas encore levé, je peux peut-être le mettre, allez hop. Allez, on y va. Allez. Voilà tout l'art de l'impressionnisme. Croquer un instant si éphémère soit-il, en patiner les contours, pour que du modèle initial ne reste qu'une illusion. Rendons hommage pour finir au regard inspiré de Victor Hugo, qui décrivait Honfleur comme un port plein de mâts et de voiles entouré de maisons étroites. Voilà qui est bien observé. Ici commence la côte fleurie,
Drôle de nom pour ce coin de littoral où seules les stations balnéaires semblent prendre racine. Trouville est la première à surfer sur la vague des bains de mer. Et c'est la traînée de poudre. Plage, casino, palace, c'est le tiercé gagnant. La bourgeoisie parisienne se jette sur les traces du cinéma qui s'entiche de Deauville. Avant que le rideau ne s'ouvre sur le rivage immaculé, les plagistes s'affairent sous le regard d'un peintre parasol. Oui, il y a une ambiance particulière. Ouais. Il y a surtout les parasols, le système des nœuds des parasols qui n'est pas commun. Il n'y a qu'à Deauville, il y a ce système-là, quoi. Puis capter surtout aussi la beauté des ciels, que les ciels sont tellement changeants aussi. Un ciel qui, malgré le vent, promet l'affluence des beaux jours. Ainsi, en quelques instants, une centaine de parasols constellent la plage. C'est un peu plus compliqué quand il y a du vent. Il faut toujours se battre contre. C'est essoufflant. C'est du sport de parasolier. On a un peu toutes les couleurs, on a du bleu ciel, on a même de l'ocre. Couleurs ocre qui sont pas bien. En général, ils aiment bien le bleu et l'orange, et c'est pas trop mal comme couleur, ça se marie bien. Il y en a qui préfèrent des rouges, il y en a qui préfèrent des bleus, il y en a qui n'aiment pas les jaunes parce que ça attire des coccinelles. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'arrête là, quoi. Ils sont pas plus embêtants que ça. Dernière touche au tableau, cette promenade installée pour que les dames des années folles baladent leurs jolies robes sans les salir. Les premiers pas sur les planches, en somme. Les célèbres planches de Deauville. À Deauville, quand la marée descend, les cavaliers montent. Sur la plage, on trotte plutôt. Une spécialité qui fait le succès du Grand Prix de Deauville. En bout de course, le pays d'Auge reprend du relief sur les hauteurs d'Oulgat, ancien village d'agriculteurs qui s'est lui aussi piqué au jeu du tapis vert. En suivant le cours du fleuve de la Dive, dans un de ses méandres, s'est niché Dives-sur-Mer, d'où Guillaume le Conquérant appareille pour arracher la couronne d'Angleterre au roi Édouard en 1066. Sur l'autre rive du fleuve, c'est grâce au chemin de fer venant de Paris que les touristes débarquent à Cabourg et sauvent la ville de la banqueroute. Faute d'argent frais, la ville avait dû suspendre sa construction. Mais depuis, tout va bien. D'ailleurs, ça se voit. Tous les chemins mènent au casino. En poursuivant notre traversée vers l'ouest et en franchissant la rivière de l'Orne, commencent les plages du débarquement. À partir de là, les noms des plages qui jalonnent les côtes fleuries et de Nacre sont américains. La pointe du Hoc nous donne une idée des obstacles qu'ont dû surmonter les Alliés pour débarquer. Un débarquement qui doit sa réussite en grande partie à une opération restée secrète et qui eut lieu une certaine nuit du 5 au 6 juin 1944. Cette nuit-là, venus d'Angleterre, 6 planeurs fendent l'air du ciel de Normandie. Nous sommes aux premières heures du jour le plus long. La mission des pilotes britanniques, reprendre le contrôle du pont de Bénouville, alors seul moyen pour atteindre la côte. Leur objectif, empêcher les troupes ennemies basées à Caen d'atteindre les plages où les Alliés s'apprêtent à débarquer. Il s'en est fallu de peu pour que les 6 planeurs s'écrasent, mais 4 d'entre eux ont réussi à se poser en catastrophe dans un marécage tout près du pont qu'ils devaient reprendre. Au-delà de cet héroïsme, ce que beaucoup ignorent, c'est que la réussite de cette opération revient en partie à un couple de Français, propriétaires d'un café situé à 50 mètres du pont. Thérèse et Georges Gondré avaient tout simplement servi d'espions. Thérèse, qui parlait couramment l'allemand,
révélait les conversations des nazis qui venaient boire dans son café à son mari, qui parlait parfaitement l'anglais et transmettait aux Alliés. D'autres vestiges du débarquement n'ont pas quitté le théâtre des combats. À la pointe du Hoc, la pluie de bombes qui s'est abattue sur la falaise a laissé des cratères béants et des blocos désormais hors d'état de nuire. Ici, les pertes humaines furent considérables. Il y a 30 ans, la France a légué une partie des terrains de la pointe du Hoc aux États-Unis. Le cimetière de Colleville-sur-Mer est lui aussi une concession perpétuelle de l'État français aux Américains. Surplombant la plage d'Omaha, l'un des champs de bataille les plus meurtriers, il a été inauguré en 1956, après que les corps de 9387 soldats y furent enterrés. Quel que soit l'endroit du monde, finalement, la Normandie, ce sont les plages du débarquement, où en fait on fait beaucoup de tourisme, de commerce et de business, avec ce moment de l'histoire qui méritait un petit peu autre chose, quoi. Célèbre pour les fameuses universités populaires qu'il tient à Caen, le philosophe Michel Onfray pose, lui, un autre regard sur les plages du débarquement. Je crois vraiment à la prise directe avec les éléments de la nature. Et ça me va quand c'est la mer, quand c'est le ciel, quand c'est la terre. Ce en quoi un Normand digne de ce nom est quelqu'un qui ne peut pas être insensible à la mer, même s'il est comme moi de l'intérieur des terres. Ses racines sont ancrées dans cette autre Normandie, côté terre. La mer, à 1 heure de route, est presque un autre monde pour cette modeste famille d'origine rurale. L'intérieur des terres, on est un peu refermé sur nous. C'est un peu en vase clos. Et la mer, c'est quand même la possibilité de partir, d'aller ailleurs. C'est-à-dire, c'est la Normandie comme occasion d'aller ailleurs. Alors qu'ici, c'est la Normandie comme occasion de rester. À l'époque, on voyageait déjà pas beaucoup. Alors, aller à la mer, c'était pas un événement, mais enfin, presque, quoi. Aller au bord de la mer, comme d'autres vont au sommet de l'Everest, quoi. Voilà. À la frontière de la côte fleurie et de Nacre, les vestiges du débarquement nous ramènent en permanence à l'histoire. Au large d'Arromanches, agonisent ces blocs de béton abandonnés. Ils avaient permis d'amarrer les cargos alliés, chargés de vivres et de matériel, destinés à ravitailler les troupes débarquées. Ils n'ont jamais déserté le champ de bataille. Les caissons portent le nom de code Phénix, les plateformes d'accostage, celui de Baleine. Facétie de l'histoire, les carcasses de béton livrent désormais une guerre perpétuelle contre les assauts de la mer. Nous poursuivons notre traversée en patrouillant au-dessus d'Utah Beach, dernière plage du débarquement et point de départ du Cotentin, véritable péninsule dressée vers l'Angleterre. De Saint-Val à Hougue au Mont-Saint-Michel, c'est plus de 1000 ans d'histoire et de face-à-face avec nos amis anglais qui, avant de nous secourir, nous ont beaucoup assaillis. Et avouez que ces plages sont de véritables pains bénis pour débarquer. C'est la raison pour laquelle les citadelles sont si nombreuses dans la zone, comme celle de l'île Saint-Marcouf, reprise aux Anglais par Napoléon Bonaparte. Au large de la forteresse, nous retrouvons la mascotte de Saint-Va, en route vers son port d'attache. Connu aux 4 coins du monde, le voilier baptisé Fleur de l'Empole a déjà eu 4 vies depuis sa construction, il y a 60 ans environ. Voilier de charge, il devient bateau-école,
avant de rejoindre la fondation Nicolas Hulot, la star de l'écologie. Sa dernière affectation, comme navire de croisière autour de la pointe du Cotentin, fait le bonheur des touristes. En précédant son itinéraire, nous approchons du port de Saint-Va-la-Hougue. C'est alors que nous interceptons une communication radio. Près du sémaphore de Saint-Va, la vedette blanche est en train de faire route sur l'homme à la mer. Le pêche plaisance qui est à proximité de la vedette en détresse, est-ce que vous avez un visuel sur l'homme à la mer? SNS de Saint-Va, du sémaphore de Saint-Va, faudrait que vous alliez plus vers bâbord et vous devriez le voir. Normalement vous devriez le voir en face de vous là. Non, faut que vous soyez plus vers la côte par rapport à moi, plus vers l'ouest. L'eau est froide, le temps presse, le dauphin de la Marine nationale a le plus grand mal à repérer le naufragé. L'hélico, vous êtes juste au-dessus, juste au-dessus. C'est finalement grâce au guidage à la jumelle de l'officier de surveillance que l'homme est repêché. Il est sain et sauf. L'intervention n'a duré que quelques minutes. Alors, reçu de Chaubourg, donc vers le terrain de foot de Saint-Va, on a dirigé l'ambulance et les pompiers vers le terrain de foot. En suivant l'hélicoptère de sauvetage, nous découvrons la presqu'île de la Hougue, qui ouvre les bras sur Saint-Va, entièrement cernée par la mer. Dans le petit port qui vit essentiellement de l'huître et du tourisme, l'épicerie Gosselin est une véritable institution, comme la camionnette du patron. Celui-ci a bien voulu nous accueillir à bord pour une visite à travers les rues de la ville. Ça passe juste là, hein? Et là, faut rentrer les rétros. Ah, c'est des petites rues, ça va, hein? C'est tout petit, ouais. Et c'est ce qui fait son charme. Pour l'instant, on est sur le quai qui a vu le débarquement à Saint-Va, qui a été le premier port libéré. Ça, ce sont les photos du magasin qui ont été prises par Albert Gosselin, la première Jeep américaine, avec un pêcheur qui monte dans la Jeep pour dire où étaient les batteries aux Américains. Là, c'est tous les bateaux qui arrivent à Saint-Va, c'était les Liberty Ships, avec des noms assez drôles. Il y avait le Gironde, voilà, qu'on voit bien ici, qui débarquait tout le matériel américain. À cheval, comme on dit. N'oubliez pas, je suis jamais monté en hélico. Vous non plus? Nous avions donné rendez-vous à Annick, une historienne qui vit ici. Elle a immédiatement saisi l'occasion d'admirer sa ville vue du ciel. C'est incroyable. Super, mais regardez comme c'est beau. Ah, c'est magnifique. Nous approchons l'île de Tatillou, fortifiée par l'ingénieur Vauban, chargé par Louis XIV de consolider les frontières du royaume de France. C'est en juin 1694 que sort de terre la première tour, c'est-à-dire celle de Tatillou. C'est magnifique de la voir comme ça. Et en face d'elle, on a la tour de la Hougue. Les deux tours ont été faites dans un but bien précis, c'est-à-dire que les canons étaient posés sur les terrasses et le tir croisé de ces canons protégeait la baie. Apprenez que c'est grâce à notre historienne que les tours ont l'insigne honneur d'être inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'extraordinaire, c'est de voir cette frontière de mer, parce qu'en fait, notre côte et vers l'est est également une frontière avec nos plus proches voisins, les Anglais. Et on comprend mieux pourquoi il y a eu tant de débarquements et d'invasions sur une côte de sable si propice et si facile à débarquer. Et les premiers débarquements vraiment importants, c'est le débarquement de 1346 lorsqu'Édouard III est arrivé avec toute sa flotte et tous ses soldats et pour envahir la Normandie et bien sûr aller se battre contre le roi de France. Ce qui marque le début de la guerre de 100 ans. Et c'est vraiment un moment important de notre histoire qui s'est déroulé là, presque sous nos pieds et sous nos yeux. Sous nos yeux, Barfleur en première ligne ne résiste pas longtemps à la déferlante anglaise. La reconstruction de l'église Saint-Nicolas, rasée comme le reste de la ville,
s'achève plus de 2 siècles après. Au contraire, les travaux du phare de Gatteville sont menés tambour battant pour mettre fin au naufrage à répétition dans le raz de Barfleur. Le phare est conçu comme le calendrier. 365 marches, 12 paliers et 52 fenêtres, autant que de jours, de mois et de semaines dans une année. Passé la pointe de Barfleur, cap sur Cherbourg. Édifié à la fin du XVIIIe siècle, il fallut 70 ans pour fortifier ces 6 km de digues, hautes de 30 mètres. C'est la plus grande rade artificielle au monde. D'un extrême à l'autre, la pointe de la Hague abrite Port-Racine, le plus petit port de France. C'est également ici que vivait Jacques Prévert. Il découvre le cap de la Hague dans les années 30, à la recherche d'un décor pour son film Quai des Brumes. Et c'est le coup de foudre. Ces paysages incarnent à ses yeux la vraie mer, la vraie campagne. Gérard Fusberti, l'enfant du pays, devenu son ami intime, est aujourd'hui le gardien de sa mémoire. Et il disait c'est le Finistère le plus proche de Paris, donc c'est pas par hasard. 3 heures pour aller arriver au bout du monde, pas mal, hein. À droite des falaises, à gauche des dunes, des pêcheurs pour picoler, des bons poissons, des bons homards. Il aimait ça, les homards. Hein. Ça, les homards et les gigots de présalés, ici, on a tout ça. Et on lui foutait la paix, il a pu travailler, il était très content. Là, bien loin du faste et du tumulte parisien, le poète aime se ressourcer. À 70 ans, il décide de s'y installer et achète une maison dans le village d'Aumonville. Dans sa demeure, il aime recevoir ses amis artistes, Doisneau, Montand, Miro. Le portrait de Picasso. Quand Picasso lui a donné, il a dit « il ne me ressemble pas ». Picasso lui a dit avec beaucoup d'autorité « il te ressemblera ». Et à la fin de sa vie, Prévert disait « c'est vrai que maintenant je lui ressemble. Je ressemble à mon portrait ». Depuis 20 ans, Gérard Fusberti entretient un jardin poétique en hommage à son mentor. Les anciens amis de Prévert, Yves Montand, Serge Reggiani, Juliette Gréco, pour ne citer que ceux-là, ont planté ici leur arbre préféré. Dans un parcours que Gérard invente au gré de ses fantaisies, les mots du poète fleurissent. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Quand oui. même, c'est un exemple à suivre. Donc on le bouge, on le laisse. On arrive au bout du monde. C'est quand même un pays, cette pointe de la Hague, où il y a eu énormément de naufrages, je crois 400 répertoriés. Je ne dis pas qu'il aimait les naufrages, mais enfin, ce n'étaient pas des enfants de cœur qui habitaient dans un pays aussi dur, aussi éloigné de tout, parce qu'au Cap de la Hague, il faut y venir. En voilà une façon bien cavalière de rejoindre la Monaco du Nord. Granville doit ce surnom à sa presqu'île, son casino, ses résidences du bord de mer et bien sûr, son rocher qui lui donne des airs de cité monégasque. Longtemps port mauritier, c'est sous le Premier Empire que la citadelle change radicalement de visage. Elle attire une clientèle parisienne huppée, comme en témoignent les superbes villas Belle Époque qui dominent encore le front de mer.
À une vingtaine de kilomètres de Granville, voici un archipel de granit dont la France peut être fière. Les îles Chausey sont les seules restées françaises depuis des siècles, quand toutes les autres îles anglo-normandes sont demeurées des territoires anglais. Un comble, si proche de notre République. Avant qu'il ne fasse le bonheur des chasseurs de paradis, le chapelet d'îles servait de cache aux navigateurs de contrebande. À marée haute, l'archipel ne dévoile que 52 îles, comme c'était le cas ce jour-là. Mais quand la mer se retire, il en apparaît 365, faisant de Chausey le plus grand archipel d'Europe. Nous entrons dans la baie du Mont-Saint-Michel. Dans cette région, l'amplitude des marées est l'une des plus importantes au monde. Un phénomène que pèlerins et randonneurs, lancés à la découverte du Mont-Saint-Michel, doivent prendre en compte. Aussi, est-il conseillé de suivre un guide pour traverser en toute sécurité. Au passage, il vous apprendra à décrypter les dessins inscrits par les courants sur le sable. Lieu de pèlerinage dédié à Saint-Michel, l'abbaye est, avec ses 3,5 millions de visiteurs par an, l'un des sites les plus visités en France. Beaucoup empruntent des routes à pied, que l'on appelle ici les chemins de paradis. Normal, quand on sait qu'à l'origine de la première pierre de l'édifice, il y a un ange, et pas n'importe lequel. Sur la flèche de l'abbatiale veille l'archange Michel, premier gardien du paradis. C'est lui qui ordonna à l'évêque d'Avranches la construction de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Il aura fallu près de 700 ans pour aboutir à la création de cette merveille de l'Occident, dont la Normandie, in extremis, est devenue l'héritière. Voici Avranches, justement, glorieuse de ses 4 églises, dont l'une recèle le crâne de l'évêque, inspiré par l'ange Michel. Retour sur la baie. C'est grâce au mouvement des marées que se forme la tangue, une boue composée d'alluvions et de coquillages brisés, lui conférant sa qualité fertilisante. Sur ce terreau, près de 27 espèces de plantes ont recouvert des hectares entiers de plages. Des étendues herbeuses où pâturent les fameux agneaux de présalé. C'est là que nous rencontrons Anaëlle, une bergère pas comme les autres. Elle a troqué le bâton et les sabots contre un pur sang et s'est adjoint un lieutenant à 4 pattes, spécialement dressé au gardiennage de troupeaux. Par instinct, en fait, le chien, il les encercle, il les contourne, il les rassemble. Et c'est un prédateur pour la brebis. Donc c'est vraiment l'instinct de la brebis qui a peur du chien et l'instinct du chien de chasser, en fait. C'est jouer avec les instincts, quoi. Allez, Bidouille, amène! Bidouille, viens! Viens à gauche! Bidouille, viens! Sauf que là, il rassemble et il ramène, mais pour nous. Son chien, il faudrait être 50 pour rentrer un troupeau comme ça. Et encore, je suis pas sûre qu'on y arriverait. Les dimanches d'été, Anaëlle et son compagnon accueillent des visiteurs. Cette fois-là, c'est le tour des lurons d'un club automobile amateur de traction et de jarrets d'agneaux. T'as combien de boutons? Eh ben, on a 450 brebis, 450 mères. Et en ce moment, on a eu environ 700 agneaux de nez.
Tout ça, ce sont tes agneaux, tes moutons, c'est ça? C'est ça, c'est notre troupeau. Leur chair est déjà un peu salée, et les goûtus, il a un goût iodé comme un peu l'huile de belon. Et le fait qu'ils contiennent le sel, et gardent le jus, reste très juteuse. À force d'organiser ses méchouis, François est passé maître dans l'art de la cuisson à la ficelle. C'est comme on tire à la carabine, si on coupe la ficelle, on a le... Ah oui, on a le gigot. Ah d'accord, quand même. Ça vient. C'est haricot, Merci. En fait, de la baie, on peut manger à cette époque-là. C'est l'époque de l'agneau, c'est l'époque de la salicorne, c'est l'époque du mulet. On peut se nourrir de la baie. Manger le mouton présalé à cet endroit-là, c'est le bonheur. On ne peut pas trouver mieux. Au terme d'un week-end toujours trop court, c'est le ventre rempli et les paysages de Normandie plein les yeux que les joyeux drilles reprennent la clé des champs. Nous en faisons autant. Au-delà de la baie de Granville, la Normandie fait place à la Bretagne. Son littoral, haut en couleurs, ajoute sa touche à la diversité qui fait les paysages de France.